Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé pour la 12e fois à l'extérieur cette saison en championnat sur la pelouse de la Fiorentina et victoire 3-2 grâce à une ouverture de score de Zlatan Ibrahimovic à la 9e minute, de Brahim Diaz qui a égalisé à la 57e minute et enfin Hakan Çalhanoğlu nous donnera la victoire à la 72e minute. Pour en parler, j'ai à mes côtés Tony. Salut Tony. Salut à tous, merci pour Voilà. l'invitation. Avec grand plaisir, on est heureux de te recevoir, Tony. Milanesto 92, voilà, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et enfin, j'ai mon fidèle partenaire, Adrien. Salut Adrien. Salut les gars, salut à tous. Voilà, donc belle victoire à l'AC Milan qui a arraché un match, arraché non, parce qu'on marque à la 72e minute, mais au moins on a le mérite de revenir dans une partie, on était mené au score après voilà, que Ribéry marque le but du 2-1. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la Juve a perdu sur sa pelouse face à Benevento, l'équipe de Pippo Inzaghi. Du coup, au classement, ça nous donne voilà, un peu une bouffée d'oxygène avec un Milan qui reprend 4 points d'avance sur la Juventus de Turin qui compte toujours un match de retard. Donc, de bon augure pour la suite. Adrien, on va revenir sur cette prestation. Un Milan à deux visages, deux matchs dans le match. C'est vrai qu'on a le parfait contraste entre les mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, malgré un bon premier quart d'heure des Rossoneri, on a eu du coup le but de Zlatan à la 9e minute. Mais c'est vrai que le coup franc de Pulgar à la 17e minute, c'est vrai que ça les a totalement relancés. Et on a vu une très belle Fiorentina et un mauvais Milan. Faut le dire, malgré les occasions qu'on a eues de la part des Rossoneri, avec le poteau par exemple de Zlatan, une frappe d'Akan à côté. C'est vrai que c'était très très compliqué pour les Milanais. On les a vus plusieurs fois asphyxiés par les offensives de la Viola. Et tout le contraire en deuxième mi-temps, malgré que, encore une fois, comme face à United, Milan prend très très tôt un but dès la 50e minute sur le but. Et c'est vrai qu'après, les Milanais ont montré un autre visage. C'est vrai que le but de Diaz les a pas mal relancés, Ouais. faut le dire. Mais c'est vrai qu'après, on a eu beaucoup plus d'espace pour les Milanais. Un bon pressing à noter et beaucoup moins d'échecs en première mi-temps. Euh, Très très bon aussi, je les ai trouvés les Milanais dans le jeu rapide, sur les contres, sur les phases de transition. Je les ai trouvés très très bons, très intéressants Mm. à plusieurs reprises. Et Milan, voilà, s'est procuré beaucoup d'occasions dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'après, voilà, on a un peu plus reculé à la 80, 85e, mais c'était plutôt logique. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ouais, on a eu un très très beau visage des Milanais. Et c'est même encourageant pour la suite, parce que c'est vrai qu'on quand on voit la prestation en première mi-temps, on pouvait un peu s'inquiéter quand même. Voilà, Mm. on sait qu'on n'est plus en Europa League, donc on peut se concentrer sur le championnat et avoir vraiment la tête en Serie A. Mais c'est vrai que quand on a vu voilà, la mi-temps proposée par les Rossoneri, c'était pas affligeant, mais voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Mais c'est vrai que voilà, la deuxième mi-temps, ça fait le parfait contraste. Tony, on commence très bien le match. On fait un bon premier quart d'heure dans l'ensemble. On marque rapidement dans le match à la 9e minute avec Zlatan Ibrahimovic. Mais derrière, cette faute de Dalot qui offre un très bon coup de pied arrêté que transforme magnifiquement le joueur de la Fiorentina, ça a complètement changé la physio du match. La Fiorentina est devenue beaucoup plus en confiance. Comment tu l'as ressenti, toi, ce Merci. changement? Je l'ai ressenti exactement pareil. Début de match assez compliqué quand même, les 5 premières minutes où il y a Tomori qui sauve de la tête Mm. contre deux gars de la Fio. Derrière Ibra qui marque, donc on se dit bah voilà, on va pouvoir poser notre jeu. Et derrière, il y a Dalot qui fait cette faute qui entraîne le coup franc, le but de la Fiorentina. Et puis derrière, la Fiorentina qui met son pressing haut, Mm. qui met en difficulté Milan, qui a du mal à ressortir ses ballons comme ils aiment faire. Donc assez compliqué sur la suite du but de la Fio, mais malgré deux occasions quand même de Milan où on aurait pu se mettre entre guillemets un peu à l'abri. Milan voilà dans ses difficultés comme contre la Spezia, l'Atalanta, dès qu'on vient les chercher haut, Ouais, tout à fait. ils sont en difficulté, donc ils ont du mal à poser leur jeu. Et voilà, donc Dalot, dommage parce que sur le côté gauche, Dalot peut être bon, mais sur le côté droit, il a énormément de mal. Énormément de mal. Tout à fait. En première mi-temps, il y a eu quand même deux, trois occasions pour l'AC Milan, notamment cette belle passe en profondeur de Hakan Çalhanoğlu pour Ibrahimovic, qui est de rien hors jeu, mais qui est pas loin quand même de mettre un doublé à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a attendu du coup ce but
comprend, comme tu l'as dit, Adri, très vite en deuxième période. Ça a été le cas face à Manchester à l'aller comme au retour. Milan qui a un peu de mal en ce moment à rentrer dans son match en deuxième période. Mais il y a eu un jour et la nuit, ça s'est un peu caractérisé par Brahim Diaz, notamment, qui fait une très mauvaise première période et qui, en deuxième période, revient très bien dès le début de la deuxième période avec un espèce de mouvement à la Théo Hernandez où il part de très bas et il arrive à trouver un Zlatan un peu moins dans le bon tempo, mais Zlatan l'applaudit quand même parce qu'il y a eu cet effort de Brahim Diaz qui, derrière 5 minutes plus tard, nous relance dans le match. Après, voilà, un but de renard des surfaces. Et l'équipe s'est mise à mieux jouer. Il y a eu aussi ce changement entre la première période et la deuxième. Tu vas me dire, Tony, ce que tu en as pensé, mais cette interversion entre Akan et Brahim, Akan qui a joué la première minute en 10 et Brahim à gauche. Et en deuxième période, on a vu Akan beaucoup plus à gauche et Brahim dans l'axe, qui a mieux orienté le jeu et Ouais. qui était plus à l'aise. Exactement, exactement. J'ai trouvé que Pioli, il avait très bien joué le coup de repiquer bien Brahim dans l'axe parce que il désertait trop sur le côté. Donc Théo, quand tu faisais ses attaques, Mm. il était tout seul. Donc repiquer Brahim dans l'axe et mettre Akan sur le côté, ça a énormément aidé Théo, je trouve. Et puis Ouais. bah, d'ailleurs, Et Akan c'est aussi, hein. voilà, au résultat, Brahim il marque et Akan il marque. Donc Tout à fait. on va dire coaching payant pour Pioli. Mais voilà, Brahim, voilà, demi-teinte le match. Première mi-temps compliqué, vraiment très très Mm. compliqué, hein. Il Ouais. était transparent. Quand on passait sur son côté, on le voyait pas, c'était que Théo. Et après, il marque en deuxième mi-temps, il se libère. Moi, le problème de Brahim, c'est que c'est un très bon joueur, mais c'est que quand il joue, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu timide, qu'il a peur de prendre des initiatives, qu'il a peur de Mm. se lancer. Et ça peut un peu freiner, mais voilà. Milan en demi-teinte. Deux équipes j'ai eu ce soir. La clé du match, donc voilà, comme on l'a dit, Adri, si j'aimerais avoir ton ressenti, c'est ce Hakan à gauche qui marque dans ce rôle de milieu gauche pour le coup, avec un bon déplacement, un bon appel pour le coup. Il a pas, il a fait attention au hors-jeu. Kessié lui donne dans le bon tempo. Il fait une frappe, coup du pied sans contrôler, qui fait filer et qui nous permet de passer devant. On a beaucoup entendu pendant le match, notamment aussi Hernandez nous parler d'un milieu à trois, Tonali, Benacer, Kessié. Est-ce que pour toi, ça peut être une alternative de voir un Hakan milieu gauche et pas ailier gauche? Attention à la nuance, parce que Montella et les anciens jouaient vraiment en 4-3-3 et vraiment avec deux ailiers, mais un Hakan plus milieu offensif gauche, Hum. comme on a pu le voir aujourd'hui. Est-ce que ça peut permettre, par exemple, de pouvoir aligner l'année prochaine un Tonali, Benacer, Kessié au sommet de leur force? Ah, c'est vrai que le trio au milieu de terrain, donc Benacer, Tonali, Kessié, c'est vrai que ça serait intéressant de voir ça. C'est vrai que ces trois joueurs de qualité, on le sait tous. C'est vrai que le double pivot Kessié-Benacer, on aime beaucoup. Quand c'est Tonali qui a remplacé Benacer lors de sa blessure Hmm. aussi. Et c'est vrai que les trois, c'est vrai que ça peut donner quelque chose de très très intéressant. Au milieu de Hmm. terrain, on aurait ce serait solide, tout simplement très solide. Techniquement aussi, c'est vraiment pas dégueulasse, hein, parce que Benacer, on l'a encore vu ce soir, hein. Techniquement, il a fait de beaux gestes. Ouais, il rentre super Tonali bien. aussi. Et quand on parle aussi on peut aussi parler des relances, hein. Hmm. Benacer, on l'avait souligné, hein, il avait vachement progressé là-dessus. Ouais. Tonali, voilà, on sait sa qualité de passe. Kessié de mieux en mieux aussi là-dessus. Et quand tu as un Kane aussi, donc milieu gauche, hein, tu l'as souligné, un pas ailier gauche, euh, c'est vrai que voilà, lui aussi, il peut distiller de très très bons ballons. Donc c'est vrai que tu aurais une ligne, on va dire, avec, voilà, avec le milieu droite qui pourrait passer de très très bons ballons et ça serait des ballons très dangereux à exploiter, quoi. Donc c'est vrai que c'est. Alors, pas cette saison, je pense pas, parce que voilà, il reste quoi? Il reste 10 matchs, ce serait, je pense, Oui. dommage de tout basculer d'un coup. Mais pour l'année prochaine, pourquoi pas? Et je pense que beaucoup signeraient pour voir ça, je pense. Bah, de toute façon, les trois joueurs sont le futur. Je pense que Milan n'a envie en aucun cas de se séparer de l'un de ces trois joueurs, Kessié, Benacer et Tonali. Mais Tonali, je le vois pas faire une deuxième saison d'adaptation comme celle-ci, à jouer voilà, les remplaçants ou le temps de jeu pour faire souffler l'un ou l'autre. Donc je pense qu'à long terme, c'est une association qui devra voir le jour. Ou alors on se séparera d'un Benacer ou Kessié pour une grosse somme pour le coup, parce que c'est ce qui nous rapporterait en cas de départ. Mais si jamais on veut se projeter, les aligner, on veut les garder à Milan, il faudra les aligner. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Tony? Tu penses qu'à moyen terme, long terme, ils seront alignés tous les trois avec Je peut-être ce pense. Hakan si ça prolonge? Là, c'est ce que j'aimerais parce que Tonali, dans un milieu à deux, il a du mal. Hmm. Quand on compare l'année dernière à Breccia, il était dans ce milieu à trois Ouais. où il était très très bon. Il avait fait
plutôt une bonne saison. Mm. Et donc, je pense que si on vient l'aligner dans un milieu à 3 avec Kessié, Benasser, ça peut faire des étincelles pour notre milieu. Et pourquoi pas éventuellement mettre Akan juste au-dessus en 10. Ouais. Pas forcément sur le côté, mais faire un 4-4-2, on va dire, en losange, Tu me sans vends du ailier. rêve. Tu me vends du rêve en Ah, faisant franchement, ça. moi, je signe un 4-4-2 en losange, par exemple, mais Mm. sans ailier. Moi, je Ouais. signe que on a un très bon milieu. Enfin, je veux dire, Benacer, c'est le Mm. football. Tonali, pareil. Kessié, il a pris une dimension phénoménale. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc avec ces trois joueurs-là, si, bien évidemment, on vient pas en vendre un cet été ou l'année prochaine. Ce Ça, que ça- ça je pourrait le être souhaite une... pas. Ouais, mais ça pourrait être une très bonne idée, ce 4-4-2 en losange, avec notamment un Théo qui aurait beaucoup plus de place pour s'élancer, qui serait beaucoup plus couvert avec un milieu dense à 3. Salmakers, qui est notamment sélectionné en Belgique, en sélection du Belgique, mais en tant que défenseur, parce que c'est à ce poste-là qu'il évoluait en direct là, sur la feuille de match des convoqués pour les matchs internationaux. Selmakers est sélectionné en tant que défenseur, donc en soi, il pourrait faire la doublure de Calabria assez facilement. Et derrière, bah, Rebic est capable de jouer en second attaquant aux côtés d'Ibra, ou alors s'acheter un Belotti ou un attaquant de pointe. Et ça nous éviterait de mettre 40 ou 50 millions sur un ailier droit. Alors que même le côté gauche, finalement, n'est pas si performant que ça. Donc, c'est une solution tout à fait envisageable. On l'a vu aujourd'hui pour venir un peu sur le match des milieux. Mais ce qui nous a aussi permis d'aller chercher cette victoire, à mon sens, c'est aussi la rentrée de Benasser. Parce que même si Tonali fait son match, en première mi-temps, c'est Tonali qui joue au milieu et Kessié qui est en phase défensive, encore une fois, et je le répète émission en émission, mais à ce poste de défenseur centre aux côtés de Romagnoli et Tomori parce que Théo est très haut. À la rentrée de Benasser, Benasser a remplacé Kessié à ce niveau-là, joué très bas et Kessié a pu beaucoup plus se projeter vers l'avant. Et Kessié, quand il se projette vers l'avant, bah c'est comme Manchester à l'aller, c'est juste impressionnant et il fait toutes les différences. Et là, il offre cette passe décisive pour Akan en deuxième période. Sans cette rentrée de Benasser qui a permis à Kessié de s'ouvrir plus offensivement, je pense pas qu'on ramenait cette victoire, honnêtement. Adri, tu partages cet avis-là? Tu veux encore dire quelque chose sur les performances globales du match? Juste pour ouais, revenir rapidement sur Benacer, c'est vrai que ça concorde aussi avec le fait que Milan a montré un autre visage, parce que Brahim marque à la 56e, et c'est ça qui relance le Milan, mais aussi l'entrée de Benacer qui est quelques minutes après, elle est à l'heure de jeu, je crois. Mm. Donc c'est vrai que le but de Diaz et le fait que Benacer voilà, est rentré et a laissé plus d'espace aussi à Kessie, tu l'as dit Guillaume, c'est vrai que ouais, du coup ça a totalement changé la physionomie du match. À l'image un peu et justement ça me fait penser un peu avec Pogba, avec Manchester au dernier match. C'est vrai que Mm. son entrée, elle a changé le jeu de Manchester United. Oui. Mais là, sur ce match-là, bah, pour le coup, c'est Benacer qui a, on va dire, un peu changé le jeu aussi du Milan sur ce match, quoi. Pour finir sur ce match, il y a, notamment, on a vu Ibra faire les 90 minutes. Il va être sélectionné en Suède. Est-ce que vous êtes content pour lui? Je vais te poser d'abord à toi la question. Tu es content pour lui ou tu crains le fait qu'il enchaîne alors qu'il revient à peine de blessure, 10 jours en sélection en Suède notamment, et qu'il va revenir et qu'il va devoir jouer avec nous? Ça aurait été peut-être le bon moment pour Ibra de prendre 10 jours de repos pour bien se préparer à Milan. Personnellement, ouais. Moi, je trouve que pour l'image Ibra, 39 ans, qui retourne Elle à est la forte. sélection, Mm. c'est très beau, c'est super beau. Mais si on pense en tant que supporter du Milan, Mm. il a 39 ans. Cette saison, bah, il a eu quand même malgré tout quelques blessures Ouais. qui nous ont pénalisés entre guillemets dans la course au titre, si comme à cette époque-là, on va dire Oui, 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 qu'on y était tout à fait. encore. Donc voilà, sur la forme, c'est beau, c'est magnifique, mais sur le fond, si on pense en tant que supporter, ça peut faire des étincelles. Donc à voir, franchement, à voir si tout dépend aussi de la gestion qu'il aura avec la sélection. S'il rentre pour être titulaire, ça risque d'être compliqué parce qu'il aura beaucoup de matchs enchaînés. Ouais. S'il vient en tant que, on va dire, leader de vestiaire et Mm. Je pourquoi pas pense que ce sera rentrer plus ça, ouais. dans 20 minutes de Mm. match, ça me dérange pas. Adri? Je suis d'accord avec Tony. Ouais, c'est vrai que pour l'image, c'est beau. Revenir à 39 ans en sélection, c'est vrai que c'est une belle image. Moi, c'est vrai que j'ai peur qu'il se pète parce que c'est vrai que on l'a vu comme je crois que c'était face à la Roma ou face à Naples, j'ai un trou où juste sur un appui, il se fait mal à l'adducteur. C'est face Ouais, à Rome, c'est ça, hein. ouais, ouais, c'est ça.
c'est vrai que là, voilà, c'est des matchs différents, les matchs internationaux. C'est vrai que tout, ça peut vite arriver des blessures comme ça. C'est vrai que moi, j'aurais signé plus pour, on va dire, ouais, 10 jours de repos plutôt que d'aller en sélection. Après, voilà, c'est vrai que pour l'image, c'est beau, c'est Zlatan aussi. Donc, mais c'est vrai que voilà, j'ai, on va dire, une petite peur, entre guillemets, que voilà, il y a une petite rechute. Parce que c'est vrai que là, tout, en Serie A, on voit que c'est très serré au classement. Et c'est vrai que un Zlatan se blesse, tu l'as pas, on va dire, allez, 2, 3 semaines, ça peut aller très très vite, quoi, côté Milan. C'est ça le problème. Ah, C'est... surtout dans la course finale. Sur de la course finale, on est dans le rush. Hmm. On joue tous les gros à l'extérieur. Si on a un Ibra qui se pète, ça peut être dangereux pour nous. On verra. C'est deux matchs face à la Géorgie et le Kosovo que va jouer la Suède. Donc, pas une grande adversité, mais ça peut être des matchs typiquement où, voilà, face à des joueurs pas de haut niveau qui peuvent peut-être, voilà, en défense, bah, déjouer ou mettre des coups un peu, voilà, sans contrôler. Donc, ce sera quand même à surveiller, cette trêve internationale. On reviendra dans la troisième partie sur cette trêve internationale et notamment les Français qui ont été appelé en espoir, Kaloulou et Théo qui n'a pas été appelé, mais on va d'abord, avant tout, revenir sur ce match face à Fiorentina et je vais vous demander vos tops, messieurs, avec tout d'abord Adri. En troisième place, j'ai mis Simon Kier. Hmm. Très très beau match pardon du Danois. De bons duels gagnés face notamment à Vlahovic ou encore Ribéry. Ouais. Passeur Deux décisif fois. pardon sur oui, c'est vrai, 2 fois. Et ben, du dos, c'est vrai, le deuxième. Oui, maintenant que tu le dis, Et c'est vrai. elle est comptée, elle est comptabilisée, Mais elle est donc c'est comptée, deux c'est passes vrai, non, D. t'as raison. Mais c'est vrai que pour revenir sur la première passe, c'est vrai elle est magnifique. Je trouve comment il lève le ballon d'un magnifiquement bien fait pour Zlatan. Donc décisif offensivement, du coup, mais aussi j'ai trouvé défensivement parce que plusieurs fois Ouais. avec Tomori, je vais y revenir après, mais il a sauvé, on va dire, pas mal de bonnes actions de la Fiorentina, notamment sur des contres ou des phases de transition. Hmm. J'ai trouvé très très bon le défenseur. En deuxième, Zlatan, buteur. Il a touché 2 fois les montants. En première mi-temps, c'est la barre. En deuxième mi-temps, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il touche le poteau avec son extérieur du pied. C'est fou. On va dire que c'est fait exprès. On va dire que c'est fait exprès. Mais, après, j'ai bien aimé. J'ai revu un peu le Zlatan, moi, vraiment du post-Covid, où voilà, il décroche un petit peu pour récupérer les ballons, pour distiller les ballons de gauche à droite ou orienter le jeu. Par moments, ça a payé, d'autres fois non, où je crois que justement, il voulait faire un débordement sur Alexis ou Castillero et ça a filé en touche. Mais j'ai un peu envie, ouais, le Ibra post-Covid. Hmm. Vraiment jouer vraiment en pivot et ouais, redescendre un peu plus bas pour venir récupérer les ballons. Et en première place, j'ai mis Tomori. Encore une très très D'accord. grosse prestation hein, du défenseur prêté par Chelsea. Pareil, il a juste été en difficulté une seule fois face à Vlahovic, justement où c'est Kier derrière qui a pris le relais. Mais en fin de match, déjà, il est à l'origine du but hein, de Hakan, parce que c'est lui qui vient récupérer le ballon et qui la passe ensuite à Kessié. Hmm. Bah voilà, défensivement très très costaud, très très bonne vitesse. Et c'est vrai en fin de match, j'ai trouvé très important parce qu'il défendait assez haut et le nombre de ballons qu'il a récupéré sur les joueurs de la Fiorentina, il en a récupéré 2, 3, qui a du coup désamorcé les contres des joueurs de la Viola. Donc c'est vrai que c'était ouais, une très très bonne prestation encore du défenseur anglais. Très bien. Tony, t'es top, s'il te plaît. Alors moi, mes tops pour le troisième place, c'est pas Crère et Tomori, c'est les deux, c'est la charnière. Vraiment, je Très les bien. trouve super complémentaires, vraiment. Tomori, sa vitesse, sa vision, il se projette, il défend haut. Franchement, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Et puis Carrère, ben, il est là pour contempler les lacunes de Tomori Ouais. sur ses relances. Il a fait quelques relances un peu hasardeuses, Tomori, notamment une relance en plein dans l'axe. Hmm. Et puis, et puis derrière, il y a Kerr qui fait cette ouverture pour Ibra, magnifique sur le premier but. Donc je les trouve super complémentaires. Pour moi, je trouve que vraiment c'est la charnière de Milan. Ouais, elle est Même si, parfaite. même si j'adore Romagnoli, c'est vraiment cette charnière-là. Hmm. Je veux dire, on critiquait notre bloc parce qu'il était lent, Hmm. notamment sur le match de l'Inter. Là, franchement, on a un défenseur qui va aussi vite que les attaquants adverses. Donc Ouais. vraiment, ça fait très plaisir. Après, en deuxième, j'ai mis Benasser parce que
quand il est rentré, il a changé l'équipe, hein, vraiment. On l'a vu tout de suite, il venait chercher les ballons bas, il orientait Mm. le jeu. Kessié, il était libre. Franchement, ça m'a fait vraiment penser au tout début, on va dire post-Covid, où les deux, ils étaient phénoménales. Donc, voilà, Benacer en deuxième. Et puis en premier, j'ai mis Ibrahimovic. Mm. Ibrahimovic, parce que il a marqué un but, il a failli en mettre deux magnifiques, notamment le lob, hein, comme Adrien a dit, sur la barre, et puis son extérieur qui touche le poteau. Et puis, comme tu l'as dit, on a retrouvé le Zlatan post-Covid qui décrochait, qui venait chercher les ballons bas pour essayer d'orienter. Notamment, quand Milan était mené 2-1, on l'a vu énormément décrocher, venir récupérer les ballons très très bas pour mettre de l'intensité, voilà, bouger, et notamment une occasion, une action, première mi-temps où Donnarumma il est un peu hasardeux sur sa sortie, et puis on Mm. voit le ralenti sur Ibra qui dit à Didio, vas-y, faut pas avoir peur, parle-nous, n'aie pas Mm. peur, et puis bah, c'est le Zlatan qu'on aime voir. Donc voilà, pour moi, la charnière en 3, Benacer en 2 et Ibra en numéro 1. Sans rentrer dans un débat, mais parce que moi, j'ai pas mis Benacer, mais j'aimerais revenir dessus. C'est un joueur pour toi, Tony, qui nous a manqué. Bien sûr que la réponse, elle est oui, mais dans quelle mesure tu penses que sa présence aurait pu changer notre saison? Parce qu'il a loupé énormément de matchs, encore plus qu'Ibrahimovic, et avoir un Benacer qui, pour moi, est le pendant de Barella et l'Inter, c'est la même, voilà, c'est la même importance sur le terrain. Perdre un Benacer pendant autant de matchs, c'est forcément avec lui, tu penses qu'on aurait pu viser le titre vraiment assurément? Ouais, Le perso, ouais, viser. je pense vraiment que avec un Benacer, c'est une toute autre équipe. Mm. Il y a le Benacer, il y a Milan avec Benacer et Milan sans Benacer. Et puis clairement, je veux dire, si t'enlèves, comme tu l'as dit, Barella à l'Inter, le milieu de l'Inter ne tourne pas pareil. Ouais. Et puis Milan a joué énormément, je crois que c'est 17 ou 14 matchs sans Benacer. Ouais, c'est énorme. C'est ça, Pour, c'est les deux tiers quasiment. on l'a vu, j'adore Tonali, mais Tonali est encore loin du niveau que Benacer a actuellement. Et puis Mm. quand Benacer est là, Kessié est un autre joueur. Je veux dire, il a des tâches en moins à faire. Mm. Euh, Benacer fait ce travail de l'ombre pour libérer Kessié offensivement. Et du coup, ça fait une autre équipe. Et personnellement, je pense que s'il aurait été là, Milan n'aurait pas perdu autant de points. Très bien. Et ben moi, pour mes tops, j'ai en troisième position Ibrahimovic. Voilà, que j'ai trouvé. Vous avez tout dit. Pour moi, ça doit vraiment être un modèle pour Léao. Et Léao, j'espère qu'il a bien regardé en détail. Il a fait une fixette pendant 90 minutes sur le placement d'Ibrahimovic parce que c'est assez impressionnant. Le volume de jeu qu'il a à 39 ans. Alors, ouais, pour un joueur de son niveau qui a peut-être 42 vitesses sur FIFA, bah, il a un volume de jeu et vraiment, non, mais il fait ses accélérations de la première à la 90e minute. Il temporise. Il est à la fois milieu offensif, attaquant, buteur. Il est partout, en fait, Ibrahimovic. Et là-dessus, il rassure, en fait. Je pense qu'il rassure les joueurs qui sont autour de lui par cet engagement, par ce mouvement aussi, de toujours être dans les circuits de passe. T'as beau être attaquant de pointe, et bah, tu vas essayer d'apporter un relais à Akan, à Brahim à Salmakers et voilà dans un espèce d'appui remise vraiment apporter du mouvement et faire bouger cette ligne défensive et c'est une toute autre manière de jouer et de voir ce poste d'attaquant et voilà quand on voit un Léo qui est assez statique et qui se contente de faire des appels en profondeur ou voilà mais Ibra qui bouge de la première à 90e minute voilà qui coulisse dans la défense bah derrière les défenseurs ils savent pas comment défendre c'est jamais le même joueur qui doit le prendre au marquage et derrière, bah, ça offre forcément des opportunités offensives. Et on en a vu, on en a eu bien plus que lors des dernières rencontres de Serie A grâce à Zlatan. En deuxième position, j'aimerais quand même souligner le bon match de Théo, notamment défensivement. Il a encore fait une très belle performance offensive, mais beaucoup plus de retours défensifs, de prise de conscience aussi. Voilà, il y a eu des retours défensifs, il y a eu des anticipations défensives aussi. Il a été là sur tout le couloir et pas seulement offensivement. Donc je l'ai trouvé bon et régulier sur tout le match. Et enfin, Kier, parce que c'est deux passes décisives pour un défenseur centre, milieu défensif, libéraux peu importe, mais sa qualité de passe pour Ibra lors du premier but, c'est génial d'avoir un joueur comme ça. Et c'est vrai que ça m'a rappelé Restart, l'entrée de Benacer, où on avait cette chance de pouvoir bénéficier de la qualité de jeu long de Kier ou de Benacer, mais l'un ou l'autre se complétait vraiment là-dessus et ça offrait tout le temps des ballons dangereux parce que derrière, ça trouvait la tête de Zlatan, qui lui, comme je dis, orienté à droite à gauche. Et c'est ce qui nous a manqué
depuis 2021. L'absence de Benacer, l'absence de Zlatan. T'enlèves ces deux joueurs qui sont les meilleurs joueurs de notre équipe sur le terrain, bah, l'équipe est différente et c'est dommage. Et pour moi, voilà, si jamais on venait à louper cette quatrième place que je ne vois pas avec ce bon résultat et notamment la défaite de la Juve, mais si jamais je pourrais même pas parler de saison ratée tant il nous a manqué des joueurs aussi fondamentaux pour notre équipe. On a vraiment joué avec un tout autre effectif que ceux sur lesquels on comptait et celui qu'on avait pendant le restart. Donc pour moi, ça excuse quand même beaucoup de choses. Voilà, on va passer au flop. Tony, est-ce que tu as des flops? Ouais, alors j'ai 3 flops. Très bien. Donc en numéro 3, Castillero. Ouais, Vraiment, Castillero, il est rentré. Bon, j'ai quelque chose à pas lui enlever, c'est sa grinta, je veux dire. C'est un gratteur. ouais, c'est un gratteur. Il se repose jamais, quoi. Il va à l'attaque, en défense. Mais je veux dire, pour une équipe comme Milan, Mm. Castillero, c'est très limité. Je veux dire, on, on a, on a vendu, on s'est séparé de Souzo pour garder Castillero. Ouais, ça me fout la Et rage. puis que tu vois ces matchs, franchement, j'arrive pas à comprendre comment tu peux t'obstiner à continuer à le faire jouer, quoi. Je veux dire, il est très limité. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en Espagne, à l'époque, à Villarreal, au moment où Leonardo il l'a pris, il était très bon. Mm. Et après, à Milan, franchement, je comprends pas. Castillero, pour moi, c'est le mystère. Je ne le comprends pas. Après, Ouais, en deuxième position, j'ai mis Salmakers. Voilà, en demi-teinte aussi un peu on l'a pas à beaucoup vu, hein. l'image. Voilà, on l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est pas le Alexis qui progressait quand on l'a vu, qui était capable de donner des centres magnifiques, qui faisait deux, trois petits gestes qui pouvaient faire la différence. Mm. Mais là, sur ces derniers matchs qu'on a vus, je le trouve énormément en difficulté. Donc je ne sais pas quel est le facteur, mais c'est pas le Alexis qu'on a vu en début de saison, notamment. Je me Mm. souviens, c'est son match contre l'Inter où on le gagne. Ce petit crochet, ces petites talonnettes qui Mm. met et qui amène le but derrière. Magnifique. Ah ouais, donc je ne sais pas pourquoi Selmakers régresse, c'est un grand mot, mais un peu en fatigue, on va dire. Et puis le premier, enfin, je pense que c'est celui de tout le monde, c'est Diogo Dalot. Euh, Il n'y a pas voilà. débat, hein. Il n'y a pas débat, non. Ce Ah, match-là, il n'y a vraiment pas débat. vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je veux dire, sur Twitter, on détruit un joueur quasiment à chaque match chez Calabria. Mais comparer Calabria et Dalot, c'est une insulte envers Calabria, quoi. Je Bah, veux dire, il y a pas photo. En tout cas, quand Dalot est aligné côté droit, c'est le jour et la nuit déjà entre le Dalot vraiment. côté gauche et Dalot côté droit. Mais c'est vrai que Côté ouais. droit, Dalot, c'est compliqué. Mm. Vraiment, sur le côté gauche, il peut faire des belles choses, mais sur le côté droit, à chaque match qu'il fait, c'est catastrophique. Je veux dire, le coup franc qui amène le but, j'étais à deux doigts de casser mon écran, vraiment. Et, oh là là, c'était, Il y a, c'était compliqué. il y a une passe dans l'axe à la Ah ouais, ah ouais. 24e minute, là, juste après le but qu'on prend, il y a une passe dans l'axe, voilà, molle, du coup, qui est facilement interceptée, qui offre un vrai contre et une grosse domination de la FIO pendant une minute dans notre surface. Il y a une faute bête aussi encore où il est en retard, à la 28e minute, où il offre un coup franc assez similaire au premier, un peu plus excentré, mais c'est pareil, où il est complètement en retard, où il pousse le joueur. Il est complètement battu. Ouais, Et c'était puis il se dur. projette pas. Il Non, se il se projette projette pas. pas. Je Ouais, me souviens d'une action. Je crois que c'est Ibrahimovic. Il veut décaler sur le côté droit. Il décale à Saelmakers, Mm. mais Dalot est pas là. Dalot n'est pas là pour Saelmakers. Donc Ouais. je veux bien, on peut critiquer Calabria sur la face offensive, mais personnellement, Calabria il a rarement fait des matchs aussi mauvais cette saison que Dalot. Sur ce match-là, vraiment Ouais. Dalot. C'est A- complètement à travers. Adri, t'es flop, toi. Bah, à la base, je vais pas du tout partir là-dessus. Moi, à la base, je vous dis, ça devait être Diaz et Akan Mm. plus Dalot. Et au Ouais, final, c'est un peu comme Tony, sauf qu'après, j'ai pas mis Alexis dedans parce que j'ai trouvé bon défensivement, moi, justement, le Belge, c'est plus vrai. qu'offensivement. Il était un peu Mm. plus présent défensivement qu'offensivement, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Mais bah, pour Castillero, bah, de toute façon, voilà, à chaque fois qu'on fait les émissions, on redit tout le temps. De la Grinta, c'est bien, mais ça fait pas tout. À un moment donné, c'est vrai que moi, c'est quoi vers la fin du match, je sais plus à laquelle minute il est tout sur l'encontre.
Il la Ouais. met un peu mal pour Zlatan aussi. Enfin voilà, c'est plein de petites choses Zlatan comme fait ça. plus l'effort à ce moment-là, mais c'est vrai que Castillo, à l'image du contre qu'il perd face à Manchester jeudi dernier, c'est ça, c'est un contre où il est tout seul Mm. et il temporise, il y va pas, quoi. T'es Exactement. attaquant, tu cours vers le but, je sais pas, c'est cette manie qu'il a de ralentir quand t'es tout seul face au but et t'avances pas vers le but, mais tu recules. C'est fou. C'est Mais dingue. même plusieurs fois, hein, quand il part en contre sur son côté droite, à chaque fois, il va toujours ralentir, repiquer, attendre Mm. que ça revienne, que le bloc, là, en l'occurrence de la Fiorentina, revient tout doucement. Et voilà, c'est un jeu trop stéréotypé, et ça, à chaque fois, on le redit. Enfin bon, ça, je pense pas qu'on changera notre espagnol. Et du coup, mon premier, ça va être Dalot, hein. Comme on l'a dit, voilà, trop d'erreurs. Il a réussi que un centre sur trois ou quatre tentés. Mm. C'est beaucoup trop peu. Offensivement, c'est compliqué sur ce côté droite. Défensivement, je n'en parle pas non plus. Une faute très bête sur Castrovilli, je crois, hein, où après Ouais, il y a le coup franc de Pulgar. Après Donnarumma, on l'a pas dit, mais un peu fautif aussi sur le but, hein, la main un peu molle, on le voit bien au ralenti, la main pas assez ferme. Enfin, bon, après Dalot, voilà, il n'aura pas fait la faute, il n'y aura pas eu ça non plus. Tu l'as dit, Guillaume, c'est quoi? 10 minutes après, il refait la même, quasiment. ouais. Et sachant que sur ce coup franc-là, il y a eu corner, et le corner amène un poteau de Ouais, Pezzala, c'est aussi, vrai, hein. c'est Donc on a ça. eu double manchot aux fesses, pour rester poli. Mais voilà, c'est un match très compliqué encore du Portugais sur le côté droite, il faut Mm. bien le préciser. Mais encore une fois, là, les pros Dalot, je les cherche Il y en a encore. plus, il y en a plus trop. Ah bah, il y en a plus. Il y en a plus trop. Voilà. Ouais, moi pour ma part, pour les flops, j'ai pas mis Castillejo parce que j'ai trouvé qu'il était moins dégueu qu'à l'accoutumée. Il a fait ses efforts, il a réussi à gagner quelques ballons et faire quelques travails défensifs qui ont été précieux quand on menait 3 buts à 2. Donc voilà, je l'écarte un peu de mes flops. Il devait y avoir Brahim Diaz pour sa première mi-temps, mais son but et sa réaction en deuxième me l'ont enlevé. Donc il me reste Salmakers et Dalot. Voilà, Makers, tout a été dit. Là, je ne l'ai pas vu dans le match. Moins impactant, ça a beaucoup joué à gauche et sans lui et Dalot. Voilà, vous avez tout dit, messieurs. Donc, on va refermer cette page. Donc, belle victoire quand même des Milanais qui prennent une option. Et voilà, il y a un Roma Naples. D'ailleurs, à l'heure où on tourne ce match, Mertens a marqué un but pour le Napoli. Mais c'est une confrontation où, quoi qu'il en soit, les 3 résultats peuvent nous aller parce que les 2 équipes sont à égalité de points et à 6 points de nous. Donc voilà. Si Roma gagne, bah, Naples reste, perd 9 points face à nous. Si Naples gagne, c'est idem et un match nul contenterait tout le monde. Donc au final, c'est pas mal du tout. On a un calendrier assez favorable en plus dans les prochaines journées. Mais cette semaine, voilà la nouvelle qu'il y a eu cette semaine, en fin de semaine, c'est la liste de Didier Deschamps pour les premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec un Théo qui n'est pas encore sélectionné. Alors voilà, il est, je pense, dans la shortlist de Deschamps. Si jamais Deschamps venait à faire une liste comme l'Italie, où l'Italie convoque 36 joueurs, peut-être que Théo aurait plus de chances d'y figurer. Mais voilà, une liste de 24 pour Deschamps, Ferland Mendy, Digne et Lucas Hernandez. Donc ça en fait quand même 3, son préféré à Théo Hernandez. Première question pour toi, Tony. Est-ce que c'est mérité la non-sélection de Théo Hernandez ou pour toi, il aurait dû y être? Pour moi, il aurait dû y être. D'accord. On juge un joueur pour ses performances et le Graal c'est la sélection et puis sur ces derniers temps c'est l'un des meilleurs à son poste en Europe Mm. et je comprends même pas pourquoi il n'a pas été au moins sélectionné une seule fois. On dit pas qu'il doit être par exemple être titulaire indiscutable ou aller à l'Euro, mais Mm. au moins être rappelé quoi. Ouais. Je veux dire, derrière, ça peut lui casser le moral. Je veux dire, en plus, il fait des appels sur ses célébrations. Il lance des appels indirects Mm. à Deschamps et puis il persiste, il fait des belles prestations et puis ça peut le démoraliser du fait qu'il ne soit pas appelé. Mais pour moi, c'est un mini scandale qu'il soit pas appelé à chaque rassemblement des Bleus sur ces derniers temps. Il a reçu le lendemain, je crois, de la non-convocation, le titre de la saison dernière, mais de meilleur latéral gauche de Serie A. Donnarumma aussi a été élu meilleur gardien de Serie A. Adri, tu rejoins Tony ou pas sur le fait qu'il méritait d'être sélectionné en équipe de France? Ah oui, totalement. Ouais, pour moi, il mérite entièrement d'être convoqué. Après, voilà, on parle encore une fois d'être convoqué, pas non plus titulaire, mais c'est vrai que Mhm.
Je vois pas ce qu'il a envié, par exemple, à un Lucas Digne. Alors oui, il fait une très très bonne saison avec Everton, hein, ça je dis pas le contraire, mais je vois pas non plus ce qu'il a à envier aux joueurs d'Everton. Je trouve ça, moi, pour le coup, je trouve ça vraiment scandaleux qu'il soit pas appelé par Deschamps. Après, on Mm. connaît aussi Didier Deschamps, il aime bien, comment dire, privatiser le collectif Oui, avant tout. avant tout. Mais voilà, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas bien aussi, parce que d'autres joueurs pourraient avoir leur chance, en l'occurrence Théo, et il pourrait montrer de très très bonnes choses avec l'équipe de France, j'en suis persuadé. Et malheureusement, voilà, il a pas cette chance. Après, je préfère qu'il soit pas convoqué maintenant. J'essaie d'être optimiste et de relativiser. Je préfère qu'il soit pas appelé maintenant, mais qu'il soit appelé en mai pour l'Euro. Mm. Après, voilà, il y a encore un peu de chemin. Il y a encore un peu de chemin. Et ben, voyez-vous, moi, je vais défendre l'autre bord. Il y aura débat, du coup, parce que moi, je trouve, et j'adore Théo, et je suis ravi de l'apport qu'il a à Milan, et je trouve que autant sur la période, sur la phase d'avant, en fait, sur la dernière liste de Deschamps, il méritait d'y aller, à coup sûr, parce qu'à ce moment-là, il était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral gauche français. Autant là, il y a un Ferland Mendy qui est très bon au Real Madrid. Il y a un Lucas Hernandez qui ne fait que gagner avec le Bayern Munich. Il y a quand même une équipe d'Everton qui tourne bien en Première Ligue avec Lucas Digne qui est le capitaine et qui tire tous les coups de pied arrêtés là-bas. Donc il y a du monde quand même au poste de Théo Hernandez. Et moi, je trouve que dans les grosses rencontres, Théo Hernandez n'est pas au niveau du Théo Hernandez qu'il y a dans les petites rencontres. Et donc, moi, potentiellement, je pense que c'est là-dessus où Théo doit encore montrer davantage, c'est que pour sortir Didier Deschamps de sa zone de confort, on le sait, en tant que Français et supporter de l'équipe de France, il faut y aller. Il faut vraiment, voilà, on a vu Lacazette et Martial se battre pour avoir une place derrière Giroud en équipe de France. Et pourtant, il y a eu des moments où Martial et Lacazette étaient les meilleurs attaquants français. Mais pourtant, voilà, Deschamps avait son groupe et changer ce groupe-là, faut vraiment y aller, il faut vraiment être surperformant. Chose que Théo, dans les grosses rencontres, a tendance à ne pas être. Il est bon, des fois mais des fois défensivement, il s'appêche et on sait que Deschamps a vraiment voilà, a une rigueur défensive qui fait que le profil de Théo n'est pas peut-être celui qu'il recherche, ou en tout cas, pour l'instant, ce Théo-là, peut-être n'apporterait pas ce que Deschamps rechercherait. Tony. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu as dit au niveau de la performance actuelle par rapport au dernier rassemblement, mais moi je vois dans la liste Clément Langlais. Ah, mais Sans les bien sûr. performances. Mais Voilà, bien tu vois, sûr. c'est ça le problème, c'est que encore qu'il appelle des joueurs et qu'il appelle pas, je suis d'accord. Mais quand tu vois certains noms dans la liste, c'est ça en fait qui te Hmm. met un peu d'amertume et te dire pourquoi pas Théo. Parce que quand tu vois les performances de l'anglais avec Barcelone, enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, il y a meilleur à son poste Hmm. en tant que Français. Pareil, je veux dire, Moussa Sissoko, c'est pas non plus. C'est des indéboulonnables, hein. Je veux dire, il n'y Voilà, aurait je veux pas eu dire, l'affaire de la sextape, Valbuena et Benzema, ils seraient aussi, tu vois. ouais, Des je suis d'accord. Sissoko sont là depuis. Ouais, je suis d'accord, mais je veux dire, enfin, c'est un peu un goût d'injustice. Hmm. D'un côté, tu privilégies des gars, même s'ils sont pas forcément au top dans leur club, et tu pénalises des joueurs qui font plutôt une bonne saison et qui attendent leur première sélection. Hmm. Mais tu vois, C'est juste ça. c'est une dimension qu'a apporté Deschamps et qu'a mis Deschamps à travers l'équipe de France. Être sélectionneur, c'est pas juste choisir tous les 3 mois les 23 meilleurs joueurs du pays. Deschamps a fait, et ça a marché parce qu'on a été champion du monde et finaliste de l'Euro. Deschamps a amené cette dimension de j'ai un groupe, alors ok, je les vois une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, mais j'ai ce groupe-là et je veux qu'il change le moins possible parce que ces joueurs-là sont heureux de revenir, ces joueurs-là se connaissent et notamment, alors pour le coup, moi je suis d'accord, si jamais on voit le côté sportif et méritocratie, l'anglais n'a pas raison d'y être. Mais si jamais tu te mets 2 secondes à la place de Deschamps, tu te dis, ok, je sais que mon Langlais, il a des automatismes avec Varane, il peut jouer avec celui-là, il peut jouer avec, je sais plus c'était qui, c'est que Zuma par exemple, peut-être il a été aligné avec lui, tu vois, Zuma aussi c'est pareil. Zuma, il est encore dans la liste. Ben, je sais juste, ça se trouve, ça marche très bien avec l'anglais à l'entraînement et il veut s'appuyer là-dessus plutôt que sélectionner je sais pas, un Koundé ou quoi, et du coup retravailler des tout nouveaux automatismes. Voilà, c'est des matchs importants, c'est une préparation d'une compétition internationale et puis ça va très vite. Quand tu es sélectionnaire et que tu fais pas les quarts de finale,
et bah, tu peux sauter. Tu peux sauter si jamais tu fais pas les quarts de finale. Donc, il prend un minimum de risque, Deschamps. Mais il y a toute cette dimension pour moi qui est importante. Après, si jamais je veux me rejoindre à vous, dans des matchs où voilà, on va jouer l'Ukraine en amical, on va jouer le Kazakhstan et la Bosnie, c'est des matchs où, ok, tu peux quand même faire tourner, tu peux prendre un Théo, ne Exactement. serait-ce que pour ouvrir ton champ de vision. T'as un Théo Hernandez qui roule bien, et ben laissons-lui sa chance. Tu vas prendre un joueur à chaque poste, tu testes un joueur à chaque poste, tu prends comme j'ai dit, un Jules Koundé, ou je sais pas si on a un autre défenseur centre qui se montre un peu plus, mais ou pas Mécano, on l'a déjà vu. Tu prends un autre attaquant qui performe un peu et qui pourrait mériter, tu prends un ailier par-ci, tu prends un Théo Hernandez par-là et tu testes face au Kazakhstan, face à la Bosnie, qui sont des matchs pas gagnés, mais qui sont des matchs où quand même avec le groupe et le réservoir qu'on a en France, qui sont quand même à notre portée. Et je pense que là-dessus, par contre, Deschamps pourrait quand même faire tourner son effectif si jamais je voulais prendre le parti de mon cher Théo Hernandez. Au niveau purement, on va revenir sur la méritocratie, au niveau purement de la concurrence, il est en concurrence avec qui? Avec Ferland Mendy, avec Digne, avec son frère Lucas Hernandez. Peut-être Benjamin Mendy aussi, qui peut-être sur le papier est moins bon, mais dans la tête de Deschamps reste sélectionnable, Adri. Pour toi, voilà, dans quelle dimension tu mettrais Théo Hernandez par rapport à cela? Tu te mets pas à la place de Deschamps, purement simplement sur le papier qui sont les deux meilleurs ou les deux qui devraient y être. Après, je pense que c'est vrai qu'avec un peu de recul, parce que tu m'as fait un peu changer d'avis, je pense, Guillaume, par rapport à ce que je pensais au début. Non, Mais, mais voilà, c'est un débat, c'est tout le but du débat et c'est non, mais encore c'était mieux quand. mais c'est bien ce que tu as dit, Guillaume, c'est pas mal. Mais non, mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que Théo aussi paye parfois un peu son manque de régularité aussi, peut-être. Hmm, C'est vrai qu'en l'occurrence, Digne et Ferland Mendy, on sait qu'ils sont très réguliers avec leurs clubs respectueux. ouais. Théo Hernandez, alors attention, hein, il n'y a rien à dire dessus, hein, très Non, très non, bon bien là. sûr, ça reste le On gratin est quand tous même, hein. d'accord, mais c'est vrai que parfois, on le sait tous, on l'a vu plusieurs fois, dans les gros matchs, il est un peu plus à la peine, ou il est un peu plus irrégulier dans certaines périodes. Et je pense que c'est ça qui le pénalise. Et c'est vrai que quand tu vois des Ferland Mendy ou, voilà, ou des minces, des Lucas Digne, c'est un peu plus régulier. Donc je pense que voilà, avec du recul, peut-être que je le mettrais pardon, derrière ces deux-là, mais au minimum, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il est le meilleur avec Ferland Mendy. Tu vois, tu sélectionnes juste un Lucas Hernandez au poste de défenseur centre et derrière, ça te libère deux places. Et je pense que intrinsèquement parlant, Théo Hernandez est plus fort que Digne. Après, est-ce que le profil convient à Deschamps? C'est autre chose. Mais intrinsèquement, Théo Hernandez doit être sélectionné en équipe de France si on juge juste le mérite. Pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, Tony, comment Théo doit-il faire pour rejoindre les Bleus? Qu'est-ce qu'il doit changer dans son jeu? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Enfin, voilà, est-ce que c'est une question de club, de peut-être d'image, de voilà, s'il jouait en première ligue, alors c'est pas ce que je fais du tout, mais s'il jouait en première ligue, est-ce qu'on le verrait plus? Est-ce qu'il serait plus mis en avant ou c'est peut-être défensivement qu'il doit s'améliorer pour toi? Ouais, je pense que moi, c'est lacune défensive parce que Deschamps, c'est un coach qui a un jeu plus basé sur la défense que sur l'attaque. On le voit, on l'a vu à la Coupe du Monde, hein, Hmm, c'était on attend et puis on balance sur le plus rapide, donc sur Mbappé par exemple, ou un Giroud qui vient faire la déviation qu'il faut. hmm, Mais pour moi, c'est ça, c'est que en fait, Théo, c'est un défenseur, enfin, c'est un latéral qui est trop poussé vers l'offensif, et ça, je pense, ça fait un peu freiner Deschamps. Ça peut déstabiliser, comme tu as dit, le collectif. Et, et voilà, je pense que ça doit être ça. Après, si on se l'équipe base, défensive, ouais. voilà, si l'équilibre défensif. Après, si on se base sur le jeu offensif. Hmm, Théo, c'est le latéral qu'il faut avec Mendy. Parce que je ouais. pense que pour moi, Lucas Digne, il correspond aux critères de Deschamps parce que Lucas Digne, c'est un peu, on va dire, le David Calabria Ouais, tout à français. fait. Tout à fait. Il est, Non, j'aime il bien, fait, j'aime bien. Ouais, c'est pas J'aime mal. beaucoup. C'est vrai? il fait pas rêver offensivement, mais Hmm, défensivement, je veux dire, en un contre un, Digne, ouais. il est vraiment pas mauvais. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est appelé avant un Benjamin Mendy ou un Théo Hernandez. Je pense que c'est vraiment pour l'équilibre défensif que Hmm. Théo n'est pas encore appelé.
Mais moi, ce que je regrettais, et notamment dans la dernière sélection, c'est de voir un Didier Deschamps basculer un peu son 4-2-3-1 pour essayer du 3-5-2 avec trois centraux et deux pistons et de pas prendre un Théo Hernandez dans ce registre. Où là, pour le coup, un Théo Hernandez dans le cadre où Deschamps fait des essais et envisage un 3-5-2, et on l'a vu, hein, parce qu'il l'a aligné peut-être 4 ou 5 fois en 2020, ce 3-5-2 dans des matchs amicaux ou quoi. Théo Hernandez aurait pu vraiment se montrer dans ce registre-là, tu penses, Tony, dans une formation en Je- tant que piston? Moi, je pense personnellement que même par la suite, hein, en se basant sur le club, Milan doit Ouais, jouer en 3-5-2 par la suite. Parce que Théo Hernandez, ça peut être en piston, je veux dire, ça peut être incroyable, incroyable. hein. Ouais. Il est ultra complet, il a une endurance phénoménale. Il peut te faire à Mm, 92e une course où il part du but de Donnarumma jusqu'au but adverse. Il a mm. un volume de course. Donc je pense que pour le 3-5-2, Deschamps aurait dû le prendre. Si c'est vrai que sur ce schéma-là, 3-5-2, Théo Hernandez, il y a aucun, avec Mendy, il y a aucun latéral français qui a son volume. Et, D- euh, Ouais. et pour Milan, je pense que pour Milan, jouer en 3-5-2 aussi, ça permettrait d'avoir un milieu assez dense avec deux pistons Mm. qui pourraient faire le job. Tout à fait. Et puis, on en parlait dans la dernière émission, le débrief du retour avec toi, Adri. Et tu disais que on aurait aimé voir peut-être un Dalot défenseur gauche. Et quand on a vu Krunic débuter milieu offensif gauche, pourquoi ne pas essayer un Théo Hernandez à ce poste-là, un peu plus haut, avec un Dalot plutôt que de mettre un Krunic ou quoi? C'était quelque chose qui était envisageable, tant le français est monstrueux offensivement. Moi, je me dis, ouais, c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas. Et c'est vrai que défensivement, voilà, on sait que c'est pas sa qualité première, on va dire. C'est vrai, offensivement, c'est là où il est vraiment très, très bon. Mm. Et c'est vrai que si jamais Pioli, voilà, aligne ça un jour sur le papier, je sais qu'on serait pas les seuls à trouver ça pas déconnant du tout. On se dirait Non. même pourquoi pas. Et c'est vrai que même à l'avenir, et c'est vrai que c'est intéressant de se dire pourquoi pas un 3-5-2, mais comme on l'a dit aussi en tout début, pourquoi pas aussi Un 4-4 de un losange. 4-4 dans losange. Mm. En fait, je trouve qu'on a plein de possibilités, avec notamment la triplette Kessié, Ouais. Benacer, Tonali, le fait qu'on a un Théo Hernandez qui peut jouer, qui peut être défenseur gauche comme être piston gauche. Enfin, on a plein de possibilités et c'est vrai que si Théo Hernandez jouerait piston gauche, moi je me dis pourquoi pas aussi, tu vois. Pour parler d'un autre Français un peu plus rapidement, on va pas faire non plus un débat de 30 minutes sur lui, mais c'est Kaloulou qui a été appelé pour l'Euro Espoir avec l'équipe de France, avec les Bleuets. Kaloulou à droite, alors moi c'est ce que je disais cette semaine, ou en tout cas ces derniers jours avec mes collègues de Milan Actu. Moi je pense que Kaloulou, il y a peut-être plus de chances qu'on voit Kaloulou débarquer en France avant Théo Hernandez. Parce que Kaloulou, si jamais il performe, là je me projette avec des si. Mais si jamais l'équipe de France performe et gagne l'Euro, parce que quand on voit la feuille avec des Aouar, avec des Guendouzi, avec une équipe magnifique Mhm. qui part faire cet Euro, si l'équipe de France remporte cet Euro et Kaloulou en tant que titulaire, par exemple, où on le voit, peut-être qu'il ne l'est pas actuellement, mais à l'image de Pavard et de Lucas Hernandez, qui de base, ça devait être Sidibé et Mendy les titulaires, bah, si Kaloulou, au fur et à mesure de la compétition, commence à être titulaire et fait une très bonne compétition, là, pour le coup, contrairement à gauche, où on a vu avec Théo Hernandez, Lucadine qui a de la concurrence, à droite, il y a finalement que Pavard et Dubois C'est à, ça. à passer devant. Et Kalou, peut-être qu'il peut se mettre en avant dans cet Euro où, bien sûr, Deschamps aura les yeux rivés sur lui. Calabria est out. Dalot n'est pas un joueur qui joue à droite, donc il va avoir ce temps de jeu en fin de saison en équipe avec l'AC Milan pour jouer à droite et grappiller des minutes et faire peut-être le rush final avec Milan en tant que titulaire. Alors, ce sera peut-être un peu juste pour l'Euro des Bleus, pour le coup, le vrai Euro de l'équipe de France A. Mais est-ce que tu penses, Tony, que à moyen terme, pour le coup, Kaloulou a peut-être plus de chances que Théo par le fait que voilà, ce soit un autre poste qui ait moins de concurrence et par son exposition avec les Bleus, puisse rejoindre plus facilement l'équipe de France? Ouais, je partage cette vision parce que Kalulu, à défaut de Théo, c'est que il est plus, on va dire, défensif. Et si, Mm. bien évidemment, hein, dans les années à venir, c'est encore Deschamps le coach, je pense que Deschamps, il aime les latéraux qui sont plus poussés vers l'aspect défensif Mm. qu'offensif. Et aussi qu'il est il est polyvalent. Il est Avec Milan, il a polyvalent, tout à aussi fait. bien joué défenseur central Mm. que latéral. Donc Deschamps, il aime ça. On le voit avec Lucas Hernandez et Pavard qui peuvent jouer aussi bien
en centrale que sur le côté. Donc je pense que si Deschamps reste et que on va dire que Hernandez ne s'améliore pas Ouais. défensivement, je pense qu'on a plus de chances d'avoir un Kalulu qui lui pour le coup il doit s'améliorer offensivement que défensivement selon moi. Adrien, ton avis sur cette Ouais, question? complètement d'accord. Après, c'est vrai que nous, en tant que supporters milanais, on voit que Kaloulou, on voit qu'il a un truc, on voit qu'il a un potentiel. C'est vrai que défensivement, à plusieurs reprises, il a eu de bonnes interventions. Et c'est vrai que, tu l'as dit, Tony, c'est vrai que Deschamps, il est plus focus, on va dire, sur l'aspect défensif. C'est vrai que Kaloulou, à l'avenir, hein, pas tout de suite, hein, mais c'est vrai qu'à l'avenir, pourrait rentrer dans ce système-là. Et c'est vrai qu'avec l'Euro, avec les Bleuets qui va arriver, bah, et pourquoi pas, il peut prendre aussi une dimension aussi, hein, Hmm. notre Français aussi. Donc, à l'instar d'un Pavard ou d'un Hernandez, tu l'as dit aussi peut-être tout à l'heure, Guillaume. Et c'est vrai que pourquoi pas, il y a moins de concurrence sur le côté droit que sur le côté gauche. De toute façon, c'est indéniable. Donc c'est vrai que je ne serais pas étonné de voir un Kaloulou être appelé avant Théo Hernandez en équipe de France. Je serais triste quand même pour Théo parce Bien que sûr, plusieurs parce fois il a qu'il fait des appels de est plus phare, dans la enfin, lumière. ses déclarations. Voilà, on sait tous, il a dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de France et pas pour l'Espagne pour le Hmm. coup. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, c'est possible. C'est possible. Pour finir sur Kaloulou, oui, Tony, tu voulais Ouais, rajouter quelque j'avais chose? juste ouais, juste à propos de Kalulu. Après, il y a un facteur aussi, c'est Pioli. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de lui faire confiance à Kalulu. Quand on voit ce que le coach de Manchester, il a dit qu'il était pressé que Dalot y revenait à Manchester, donc on sait Hmm. que à la fin de saison, il est plus là. Donc Ouais. pourquoi continuer à améliorer un joueur qui va pas rester que plutôt un joueur qui, lui, pour le coup, Hmm. va rester. Donc il y a ce facteur-là aussi. Si par la suite Kalulu n'est pas forcément un titulaire indiscutable avec Milan, peut-être que Théo aura plus de chances d'arriver avant lui. Voilà, tout à fait. Pour finir sur Kaloulou, il y a une super, je prends une citation il y a eu un très bel article d'Eurosport et notamment de Guillaume Maillard-Pacini qui a interviewé Kaloulou cette semaine. Euh, Guillaume Maillard-Pacini, que je salue, qui avait fait une émission avec nous récemment, a posé la question: quel aspect de votre jeu aimeriez-vous améliorer? Avez-vous un poste préférentiel entre celui de défenseur central et latéral droit? Kaloulou lui répond: je suis encore jeune, j'estime que je peux m'améliorer partout. Si je veux progresser, il faut toujours chercher à travailler. C'est la mentalité à avoir dans les duels, la relance, les offensives. Je peux progresser encore partout. Tout est perfectible à ce niveau-là. L'important est d'être sur le terrain. Quand tu es jeune, tu prends ce qu'il y a à prendre. Tout dépend aussi dans l'équipe dans laquelle tu joues et la manière d'interpréter le rôle. Moi, les deux me vont. Donc c'est vraiment, je l'apprends parce que ça montre aussi l'ambition et à quel point le joueur est prêt à tout. On a vu un Paqueta, moi je suis désolé de faire ce parallèle et c'est les pro Paqueta voilà, me tomberont dessus, mais Tomber dessus. un Paqueta qui a refusé presque de jouer milieu offensif droit, jouer à gauche, jouer en pivot ou un peu plus bas sur le terrain, qui voulait vraiment que se contenter à ce rôle de milieu offensif parce que voilà, c'était le rôle dans lequel il voulait évoluer. Mais un Kaloulou, voilà, qui est jeune aussi, veut à tout prix jouer pour progresser, qu'importe si on le met à droite, à gauche, en centre, un peu plus haut sur le terrain, même en 6, il serait possible de le voir parce que je pense qu'il pourrait aussi apporter à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé ce passage et ça montre que voilà, c'est une bonne mentalité et c'est des joueurs qui, je pense, il y a 2 3 ans, n'auraient pas pu progresser dans un Milan, mais avec des Kier. Il le dit aussi dans cette interview que grâce avec des cadres comme Zlatan Ibrahimovic, Kier, mais il cite également Benacer et Kessie, ce qui m'a étonné, parce que Benacer est là depuis pas très longtemps, mais il les estime comme des cadres. Grâce à ces joueurs-là d'expérience, que ça soit expérience au niveau de la carrière ou sur le terrain, parce qu'ils vraiment performent comme Kessie ou Benacer, bah, ça permet à ces jeunes-là de mûrir et voilà, de progresser plus vite et dans de meilleures conditions. Donc voilà, en tout cas, un grand merci, Tony. Bah, C'était merci un à vous. vrai plaisir de t'avoir. Tu es vraiment le bienvenu dans Plaisir cette partagé. émission. Merci encore à toi, Adri, de Vraiment, encore et merci à toujours vous. m'accompagner. Avec Donc plaisir. voilà, on vous donne rendez-vous cette semaine. On a un apéritivo sur une période qui va peut-être pas faire plaisir parce que ça rappelait des mauvais souvenirs, mais on va pas attaquer tout de suite. On va s'intéresser aux prémices de la bande Terrera qui, voilà, selon les dires, aurait pu commencer dès 2008 et une non-qualification en Champions League. Donc on va repartir de 2008 et jusqu'en 2010, ça sera la première partie de ce format pré-Banderera. Mais voilà, on vous attend nombreux voilà, sur Twitch normalement mardi
pour cette émission. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux de l'horaire de l'émission. Mais voilà, et puis on sera de nouveau sur Nostro Milan le week-end prochain pour le prochain match de l'AC Milan, cette fois-ci à domicile, le 3 avril face à la Sampdoria à 12h30. Merci Denis en off pour cette précision. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, messieurs, dames, chers auditeurs, et puis Forza Milan, ciao! Ciao les gars. Ciao, ciao.